Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et aujourd'hui nous allons faire un point sur les marchés lors de ce Good Morning Market. C'est quelque chose que nous ferons tous les lundis. Nous allons nous intéresser aux différents points fondamentaux et aux récentes nouvelles qui pourraient représenter des catalyseurs pour les marchés cette semaine. Alors tout d'abord à noter que la pandémie pèse sur le sentiment de marché. La pandémie affecte fortement les indices boursiers avec des opérateurs qui craignent de nouvelles restrictions, voire des nouvelles mesures de confinement. Donc Wall Street a terminé la semaine dernière avec un fort rebond. Le billet vert quant à lui continue de gagner du terrain suite à une correction du positionnement concernant les métaux précieux. L'or et l'argent sont sous pression. Et nous nous rapprochons à grands pas des élections présidentielles aux États-Unis. Le premier débat présidentiel aura lieu d'ailleurs ce mardi, très exactement mercredi à 3 heures du matin. Et voici un graphique sur votre droite qui représente ici justement la différence qu'il y a entre Donald Trump et Joe Biden. Et la question que l'on se pose actuellement, est-ce que justement les débats présidentiels permettront à Donald Trump de rattraper son retard? À noter également que cette semaine sera marquée par les NFP, Non-Farm Payroll, les chiffres du secteur non agricole aux États-Unis, comme chaque premier vendredi du mois. Alors donc, nous avons assisté à un net repli des indices boursiers. Est-ce une simple correction ou bien cela fait-il partie d'une crise plus ample? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Il faut noter que la correction que nous avons assistée à Wall Street est la plus profonde depuis le mois de mars. Les indices européens se sont également fortement repliés, à l'image de l'IBEX qui s'est rapproché de son plus bas niveau depuis le mois de mars. Pardon. À noter que l'aversion au risque domine également sur le marché des changes, notamment avec un fort attrait pour le dollar américain et le yen japonais. Dans le même temps, les métaux précieux se replient fortement, donc l'or et en particulier l'argent cèdent du terrain. Alors quel est le facteur clé de ces mouvements? C'est tout simplement le changement dans le positionnement, un positionnement que nous allons étudier dans le détail un peu plus tard. Mais à quoi s'attendre à présent après les récents mouvements de marché? Ce qu'il faut noter, hein, tout d'abord, et on pourra donc le constater hein, grâce à ce graphique, un graphique qui date du 14 septembre, c'est que le positionnement semble se normaliser quelque peu. Nous avions un positionnement précédemment extrême sur la monnaie unique et sur le billet vert, et ce positionnement semble se normaliser. Alors, le mois de mars a été compliqué, mais la Réserve fédérale donc était en renfort et donc les opérateurs s'attendaient à ce que celle-ci injecte des liquidités de manière illimitée afin de ne pas laisser le marché s'effondrer. Alors, quelles ont été les conséquences hein, de ces suppositions, même de ces convictions de la part des opérateurs? Donc, un marché qui s'est positionné en short euro-dollar et en long sur les actions le gold, les métaux précieux d'une manière générale, et la duration. Alors cette conviction commune, cette conviction des opérateurs nous a amené à un positionnement extrême que l'on peut constater sur le graphique de gauche. Alors ce positionnement est en train de se réduire et quelles en sont les conséquences? Le dollar américain gagne du terrain dans un contexte de repli quasi général. Donc à noter également que cette fois-ci, cela n'est pas dû à un problème de liquidité, car effectivement, c'était le cas lors du mois de mars. Hein, les problèmes de liquidité étaient en cause de l'évolution du billet vert, mais cette fois-ci, le TED spread nous indique que ce n'est pas le cas. Quel est le TED spread? Le TED spread, pardon, c'est simplement la différence entre les bons du Trésor américain à 3 mois et le Libor à 3 mois. Donc, en clair, c'est la différence entre les taux gouvernementaux à court terme aux États-Unis et le taux interbancaire. Alors, au vu de ce TED spread, il n'y a aucun problème de liquidité ne semble se manifester pour le moment, hein, alors que c'était clairement le cas lors du mois de mars et le TED spread l'indiquait clairement.
Alors, d'autre part, cela nous permet donc, d'arriver à la conclusion, que le sell-off que nous avons, connu était simplement, technique et que le risque est extrêmement faible, hein, de voir à nouveau une vente généralisée une vente de panique, pardon. Alors d'autre part, il faut noter que la réserve, fédérale américaine ne pourra pas stopper un éventuel, sell-off en injectant des liquidités sur le marché. Alors donc nous allons nous intéresser à présent aux nouveaux risques qui pèsent sur les différents marchés. Nous avons effectivement abordé ce changement de positionnement, un changement de positionnement qui est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faut savoir que le premier sell-off des valeurs technologiques a été provoqué par la SoftBank, nous l'avons abordé dans le détail précédemment, notamment cette exposition de la SoftBank pardon, par le biais de call, d'options d'achat sur les valeurs technologiques, ce qui aurait hissé les valeurs technologiques sur des records historiques et ce qui aurait d'ailleurs favorisé le repli que nous avons connu la semaine dernière, le sell-off des valeurs technologiques que nous avons connu il y a 2 semaines, pardon. Un autre risque vient se matérialiser et vient nous expliquer, nous confirmer ce changement de positionnement, c'est le risque d'une seconde vague, c'est la pandémie et les restrictions donc qui semblent s'enchaîner. Euh, il y a également donc ces élections américaines. Nous sommes à l'approche des élections américaines. Nous allons débuter les débats et c'est un risque que le marché semble évaluer dès à présent. À noter également que le secteur bancaire a été frappé de plein fouet la semaine dernière suite à des rapports accusant donc certains grands acteurs, certaines grandes banques internationales d'activités illégales, notamment de blanchiment d'argent. C'est pour ça que la semaine dernière, lundi dernier très exactement, le secteur bancaire entraîner à la baisse les différents indices. Donc voilà pour les risques qui pèsent actuellement sur les marchés. Ces risques expliquent clairement le changement de positionnement. Nous allons nous intéresser à présent à la correction que nous avons pu constater, une correction de 10%. Est-ce un signal d'achat? Alors le S&P 500 a corrigé de 10%, est entré pardon, en territoire de correction, c'est-à-dire en repli de plus de 10% depuis ses récents sommets. Et donc c'est la deuxième fois au cours de la hausse des indices boursiers que nous assistons à une correction sur les contrats à terme. Cependant, à noter que la correction actuelle est plus profonde. Alors la question que l'on se pose actuellement, est-ce un bon point d'entrée? Est-ce un signal d'achat? Est-ce que cette correction est une opportunité pour acheter le creux? Alors effectivement, c'était le cas juste après la pandémie. Il était considéré que le creux était un excellent point d'entrée. Il faut noter tout de même que les baisses précédentes ont rarement dépassé la barre des 10% également que ce repli en dessous de 10% n'est pas obligatoirement un signal d'achat. On va le constater sur le graphique de droite, le graphique de droite pardon, qui représente le S&P 500, les 100 jours qui suivent les 100 jours de cotation qui suivent une correction du S&P 500 de 10%, et on peut constater effectivement que un passage en territoire de correction ne constitue pas à chaque fois un signal d'achat, et bien loin de là. Donc effectivement, une telle correction n'est pas synonyme de signal d'achat, en tout cas d'un point de vue historique. Et donc ce graphique est basé sur les cotations du S&P 500 depuis 1982. Nous allons essayer de donc nous baser encore une fois sur les corrections d'un point de vue historique sur le S&P 500. À noter d'ailleurs que après la crise de 2008, il a fallu 4 ans au marché pour se redresser complètement, pour se remettre du repli à partir des creux et atteindre de nouveaux records historiques. Cette fois-ci, il n'aura fallu que 5 mois. Alors devant vous, on retrouve la situation du S&P 500 lors de la crise de 2008-2009 avec le creux qui est matérialisé à ce niveau-là et les différentes corrections ici que l'on retrouve dans le rectangle rouge. Donc ces deux corrections ont été de respectivement moins 17,6% et 22,3%. Alors si on se base donc sur ce scénario historique, sur ce scénario de 2008-2009 en appliquant un tel repli au cours actuel du S&P 500, c'est-à-dire tout d'abord un repli de moins 17,6%, ensuite un repli de moins 22,3%, cela nous donnerait une baisse de 2955 points et de 2786 points.
Et donc à noter qu'un retracement de Fibonacci retiendra notre attention et c'est le retracement de 38,2% qui se trouve également à ce niveau-là, 2960 points plus bas. C'est donc une zone de support cruciale à surveiller. Effectivement, un franchissement de cette zone, dans ce cas-là, pourrait représenter un signal et pourrait donc permettre d'approfondir le repli. Mais la question que l'on se pose, les indices peuvent-ils tomber aussi bas? Les indices peuvent-ils perdre tant de points? Et quelles seraient les causes d'un tel repli? Il faut noter effectivement que d'un point de vue fondamental, c'est un débat donc effectivement qui fait rage hein, depuis plusieurs mois, les actions sont effectivement surévaluées. Le tableau de gauche nous montre clairement avec ce ratio PS qui est toujours bien supérieur à la moyenne sur 10 ans. La moyenne sur 10 ans est disponible ici et sur la gauche on retrouvera donc le ratio actuel et donc un ratio qui est largement supérieur pratiquement à chaque fois. Hein. Donc les rares exceptions sont mises en évidence. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier donc qu'est-ce qui pourrait justifier des actions surévaluées? Dans un premier temps, c'est bien entendu grâce aux banquiers centraux, des taux d'intérêt proches de zéro qui pourraient justifier de telles évaluations. Alors, à noter qu'on pourrait assister, on pourrait assister à un retour des évaluations vers des niveaux moyens si les investisseurs envisagent une récession ou une stagnation de l'économie. Donc, on pourrait tendre à un ratio PS vers donc ces niveaux moyens. Les seuls indices qui pourraient faire exception sont bien entendu les indices avec des secteurs actuellement impopulaires, donc secteur des finances, de l'énergie, des pétroles et du gaz. Et donc à noter également que ces marchés donc, ne sont pas forcément survendus. Plusieurs choses viennent nous le dire. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce ratio put-call sur le S&P 500, mais également l'écart du S&P avec le DMA 100 qui reste supérieur à 1. Donc ici, ces deux indications viennent nous rassurer là-dessus. Et donc d'un côté, le ratio put-call vient nous indiquer qu'il n'y a pas de mouvement de panique de la part des investisseurs. Et bien entendu, concernant l'écart entre le S&P et le DMA 100, il faudrait passer en dessous de 1 afin donc d'envisager un approfondissement conséquent du repli. Alors ce qui comptera principalement, ce sera l'économie et principalement les anticipations des opérateurs. Il faut noter ici que justement les intentions des entreprises en matière d'investissement plaident en faveur d'une reprise lente de l'économie. On atteste ici ce graphique des intentions d'investissement aux États-Unis et des intentions d'investissement au Royaume-Uni. Alors pour résumer, il faut garder à l'esprit que la correction actuelle peut être impressionnante, mais celle-ci, d'un point de vue, celle-ci n'est que technique et d'un point de vue historique, on pourrait s'attendre à un approfondissement de la correction. Et donc cette correction a permis justement de réduire les positionnements extrêmes que nous avons abordés précédemment. Et effectivement, cette correction sur le S&P 500, d'un point de vue historique en tout cas, ne représente aucunement un signal d'achat. En tout cas, si on se base sur les précédentes corrections, sur les précédents replis de 10% depuis les récents sommets, et ce depuis l'année 1982. Et donc un marché qui ne semble pas excessivement survendu, mais des actions qui sont effectivement surévaluées. On atteste donc ce tableau que nous avons constaté sur le ratio PS. Le niveau clé à moyen terme sur le S&P 500, le support clé sera donc le niveau à 2960 points en cas d'approfondissement de la correction. Et à noter également que les chiffres concernant la pandémie en Europe seront scrutés par les investisseurs et pourraient représenter un catalyseur de marché au vu de l'accélération pandémique que nous constatons actuellement. Et bien entendu, il faudra également prêter attention aux intentions d'investissement des entreprises à long terme, car ce sera un réel facteur clé pour la reprise économique. Donc voilà pour résumer les principaux titres, les principaux catalyseurs. Nous allons à présent approfondir le marché des changes et nous allons essayer de répondre à cette question. Le dollar américain est-il appelé à se renforcer davantage ?
Alors il faut noter que selon les récentes données de la CFTC, nous pouvons constater une légère baisse du surachat sur l'euro, mais le billet vert est toujours survendu. À noter que ces données représentent la clôture du mardi 22 septembre, hein. Depuis lors, les États-Unis ont gagné du terrain, et donc effectivement la situation de survente s'est quelque peu diminuée récemment. Et donc la zone que l'on va retenir, hein, concernant la paire euro-dollar, c'est bien entendu la zone qui est comprise entre 1,1435 et 1,1570, des zones que nous allons aborder lorsque nous allons passer directement sur la plateforme Xstation 5. Les matières premières à présent, est-ce que nous assistons à une simple correction, ou bien est-ce que nous allons assister à autre chose justement sur ce marché-là, un marché qui était très prometteur, en plein rallye haussier, et qui ne cesse d'être entraîné en territoire négatif. Donc effectivement, il y a un facteur qui vient expliquer ce changement de tendance sur le gold, sur l'or, c'est la fin des flux en provenance des ETF. Nous avons suivi avec grande attention cette augmentation des avoirs des ETF, ces achats des ETF notamment sur le gold. Euh, et il faut savoir effectivement que ce niveau record a été atteint en août, au moment où nous avons constaté un affaiblissement du flux en provenance des ETF, un niveau que nous n'avions pas vu depuis le mois de décembre 2019. Alors concrètement, les fonds d'investissement européens ont vendu de l'or, donc c'est quelque chose que nous n'avons pas vu sur les marchés depuis longtemps, car effectivement les comportements d'achat ne cessaient de soutenir le gold. Assistons-nous à un changement majeur. Le tout est de garder à l'esprit que le facteur déterminant sera principalement la demande physique, que ce soit en investissement ou en bijoux. Donc effectivement, c'est la période de 2008 à 2011 qui montre qu'une forte croissance de la demande des ETF n'est pas essentielle pour une tendance à la hausse, et c'est bien la demande physique qui sera capitale dans le cas d'une poursuite du rallye du gold. Mais le renforcement du dollar américain empêche justement la demande physique de décoller, et donc le sort du gold sera étroitement lié à l'évolution future du dollar américain. Et à noter que Citi E-Commerce Bank ne prévoit pas de course aux liquidités, elle suggère la possibilité d'une augmentation des cours dans un avenir proche. Ici, on peut effectivement constater cette forte diminution sur le graphique de gauche des flux en provenance des ETF. Alors il faut noter que cette correction n'est pas exceptionnelle, c'est une correction qui est tout à fait naturelle dans le cadre d'un rallye haussier. Concernant le gold, ici nous avons le seuil à 100, un seuil qui correspond justement, qui va marquer le début de l'année 2008 et qui va marquer également le début de l'année 2020. Alors en 2008, nous avons assisté également à des corrections, si on venait à comparer la correction de 2008 à celle que nous constatons actuellement, effectivement la correction actuelle n'est que très limitée par rapport à ce que nous avons pu connaître lors de l'année 2008, hein, une correction qui s'est largement approfondie. Mais après octobre 2008, nous avons assisté à un rallye sur le métal précieux, un rallye qui a duré presque 3 ans. Et donc effectivement, hein, les conditions semblent propices. Les banques centrales ont créé des conditions idéales en vue d'une poursuite du rallye haussier. Et le facteur qui sera déterminant, comme nous l'avons dit auparavant, ce sera le rebond de la demande physique, d'où la nécessité donc de surveiller les nouvelles restrictions, l'évolution de la pandémie à travers le monde, car un confinement en Chine ou en Inde pourrait être un facteur de risque majeur pour les cours du gold, à l'image de l'évolution du billet vert. Donc des confinements dans certaines régions qui pourraient peser fortement, car ce sont des régions qui sont responsables d'une grande partie de la demande en or physique. Alors l'argent nous intéressera énormément également, car celui-ci semble sous-évalué par rapport à la masse monétaire M2, comme nous l'indique le graphique de gauche.
Et nous avons donc une hausse. La hausse récente des métaux précieux n'est que marginale par rapport à la masse monétaire. Et le ratio or-argent également qui est autour de 80, même si on est passé sous 70 ces dernières semaines. Et donc selon, au vu de la baisse de 2009-2011, on pourrait s'attendre donc à des corrections haussières comme ce que nous avons pu constater suite à la crise de 2008. Donc après avoir fait ce point, nous allons nous intéresser à la plateforme X-Station 5. Il était important de faire un tour d'horizon des différents risques, de nouveaux risques qui pèsent sur le marché. Nous allons à présent nous intéresser à la situation technique de ces différents marchés avec l'Europe qui évolue en territoire positif en ce début de semaine. Un DAX aux alentours des 12 830 points. Le CAC 40 quant à lui est à 4 838 et s'apprête à sortir de son nuage par le haut. Nous allons donc passer sur le compartiment action. Nous allons débuter par le DAX, un DAX qui est venu franchir son nuage pour se rapprocher ici de ce qui pourrait freiner cet élan haussier et donc la moyenne mobile à 200 périodes. Une moyenne mobile à 200 périodes qui est actuellement aux alentours des 12 880 points, mais c'est plus largement ici une zone de résistance que le DAX devra franchir en vue de poursuivre en territoire positif pour pourquoi pas effectuer un pullback sur cette oblique haussière. Donc des perspectives haussières à très court terme, il n'y a aucun catalyseur haussier sur le calendrier économique, hein, nous avons fait l'impasse dessus, à part donc un discours du FOMC, discours de Christine Lagarde à 15h45, mais aucune donnée de première importance n'est prévue pour aujourd'hui. Donc un marché qui est porté, qui devrait être porté au cours de cette séance par le flux d'actualité, mais un DAX qui devrait rencontrer une zone de résistance entre les 12 870 environ et les 12 930. Et donc ici, avec ce graphique que nous avons abordé précédemment, je vais retirer ici cette représentation Ishimoku en H4, ne garder que le journalier. Donc c'est devant vous le DAX en données H4 avec Ishimoku en données journalières. Alors malheureusement le DAX n'est pas parvenu à sortir par le bas. Nous avons donc complètement invalidé cette vague baissière avec pour objectif les 12 155. Nous allons donc l'enlever immédiatement étant donné que nous sommes allés marquer un nouveau sommet. Nous avons marqué un nouveau point qui est au-dessus du point C. Car je vous le rappelle ici, nous avons notre point A. Nous retrouverons notre point B à ce niveau-là. Et notre point C ici. Et donc à partir du moment où nous avons franchi le point C, cela invalide complètement cette projection d'Osoda, donc ce N baissier est complètement invalidé. Alors que s'est-il passé d'un point de vue technique? Nous avons clairement rejeté la sortie du nuage par le bas, la sortie du nuage en données journalières, et donc cet optimisme que nous avons pu ressentir lors de la session asiatique vient porter les indices européens, ce qui permet actuellement au DAX allemand de tester, de franchir cette N-can journalière et de sortir également de son nuage journalier avec pour prochaine cible les 12 890, soit la Kijun journalière. Nous allons à présent très rapidement nous intéresser au CAC 40, le CAC 40 qui bénéficie également de cet optimisme ambiant pour aller tester peut-être les 4850 points. Notre Kijun, en cas de franchissement de celle-ci, la hausse pourrait se prolonger jusqu'aux 4890. Nous allons nous intéresser à présent aux indices américains avec un Nasdaq. On va commencer par le Nasdaq en données journalières. Un Nasdaq qui a rebondi sur sa zone de support. Un Nasdaq qui a tenu son nuage, qui est en train d'en sortir par le haut et qui se dirige tout droit vers les 11 563 points. En tout cas, en données journalières, cela correspond à un palier de Kijun. Qu'en est-il en données intraday? Alors, en données H1, nous venons d'atteindre l'objectif qui nous était donné par la projection d'Osoda E, un objectif à 11 364 points qui vient d'être atteint. Alors le Nasdaq a pris appui sur cette zone de support qui lui a permis donc de s'affranchir de son nuage et donc à présent on pourrait éventuellement s'attendre à un repli étant donné que l'objectif a été atteint. En revanche, hein, si on parvient à se hisser au-dessus de l'objectif, la cible sera directement le sommet du 16 septembre.
Donc un objectif qui a d'ores et déjà été atteint sur le Nasdaq. Qu'en est-il des autres indices américains? Le Dow Jones qui se rapproche également de son objectif, un objectif qui est ici à E2 aux alentours des 27 500 points. Alors pour cela, il faudra clairement, à mon avis c'est déjà fait, s'affranchir de ce sommet du 23 septembre. Le Dow Jones l'a fait avec succès et donc il lui reste un peu moins de 100 points pour aller rallier son objectif E2. Qu'en est-il du S&P 500? Mais d'abord le Dow Jones en données H4. Alors nous étions sur du H1, à présent on passe sur du H4. Il est important de noter ici que nous faisons face à notre nuage et donc nous pouvons constater une résistance à 27 476 points, ce qui correspond à la SSB et donc il pourrait y avoir certaines difficultés pour le Nasdaq à s'affranchir de ce niveau-là. Nous allons passer à présent sur le S&P 500. Un S&P 500 également en territoire positif, très exactement à 3333 points. La prochaine cible est à 3363, quelques 30 points plus haut, très exactement une zone de résistance qui pourrait être atteint par le S&P 500 juste après l'ouverture américaine. Donc des perspectives haussières à court terme aujourd'hui sur les indices avec un sentiment d'optimisme qui se poursuit depuis la session asiatique. Alors à présent, nous allons nous intéresser très rapidement au Nikkei. Le Nikkei qui est finalement sorti par le haut de son triangle symétrique. Donc à présent, nous avons des perspectives clairement haussières. Pour le Nikkei, c'est le signal que l'on attendait. Donc un Nikkei qui fait face à une résistance actuellement. La résistance ici des 23 350 en cas de franchissement de cette dernière. Le Nikkei devrait aller rallier ses sommets du 14 septembre aux alentours des 23 400 points. Donc perspective haussière, je dirais même signal d'achat qui nous est donné ici par le Nikkei en sortant de son triangle symétrique par le haut. Je vous rappelle qu'on était dans l'obligation d'attendre un franchissement soit de la borne supérieure, soit de la borne inférieure, étant donné qu'un triangle symétrique ne nous indique pas le sens de sortie, contrairement à un triangle ascendant ou un triangle descendant. À présent, nous avons donc notre breakout de la borne supérieure, ce qui constitue donc un signal d'achat. Il y a plusieurs manières de trader ce genre de figure chartiste. Soit on reste prudent et donc on attend un éventuel pullback sur la borne supérieure, ce qui constituerait un excellent point d'entrée, mais un pullback donc qui n'aura pas lieu à tous les coups. C'est un risque à prendre. Soit on entre au prix du marché et on se fixe directement des objectifs. Sinon, on peut avoir recours aux projections de Soda pour se fixer des objectifs, même s'il est assez compliqué pour le moment de déceler une vague. Akenashi aide dans ce sens-là, aide à lisser les cours pour déterminer d'un point de vue visuel les vagues, mais on pourrait donc la prendre ici à la base juste après le gap et sélectionner notre point B à ce niveau et un point C ici, ce qui nous donne 206 points à la hausse, 90 à la baisse, donc ça fait moins que le mouvement AB, ce qui correspond donc à une projection V et donc un objectif ici à 23 435. Donc c'est l'objectif en vue de finaliser cette vague haussière qui nous permet donc de nous affranchir de notre triangle symétrique. Donc c'est un objectif bien entendu court terme. Cela ne représente pas l'objectif l'objectif théorique du triangle symétrique, simplement un objectif de court terme au vu de cette vague haussière. Nous allons à présent nous intéresser au marché des matières premières. Nous allons débuter par le gold qui se stabilise toujours en dessous de son nuage journalier depuis la sortie de son triangle symétrique. Qu'en est-il en données H4? En données H4, nous avons rallié l'objectif N de cette vague baissière, un objectif N, une projection N de Soda à 1847 $ l'once. Actuellement, on peut constater une jambe haussière sur les cours du gold en direction des 1872. En cas de franchissement, en cas de clôture en H4 au-dessus des 1872, le gold devrait aller chercher les 1890, soit le bas de son nuage journalier. Car je vous le rappelle, sur ce graphique, nous avons une représentation graphique en chandelier japonais du gold en données H4 et une projection Ishimoku journalière. Donc si j'ajoute Ishimoku H4, ça donne cela.
Voilà notre Ishimoku H4 et notre nuage journalier. Donc l'objectif en cas de franchissement des 1873 serait un test de la SSB journalière aux alentours des 1890 $ l'once. À présent, le pétrole. Le pétrole qui est toujours donc en dessous de cette oblique haussière, mais également en dessous de sa moyenne mobile à 50 périodes en données journalières. Un pétrole qui évolue en territoire positif actuellement. Et s'il parvient ici à s'affranchir des 40,60 $, la prochaine cible serait à 41,20 $. Il pourrait aller tester cette précédente projection V d'Osoda. Donc pour l'heure, une tentative de percée haussière pour le gold, pour le pétrole WTI, pardon, mais il faudra attendre qui parviennent à se hisser à 40,60 pour envisager un WTI à 41,20. Le café à présent, donc nous avons étudié, nous avons parlé à maintes reprises de ce graphique en données journalières. Concernant le café, un café qui est également pénalisé par la vigueur du biais vert, un café qui est venu réintégrer son nuage. Alors à présent, quel sera le signal d'achat? Pour avoir un signal d'achat clair, il faudra attendre une sortie par le haut du nuage, voire un franchissement de cette moyenne mobile exponentielle à 77 périodes. Je vous rappelle que l'EMA 77 fonctionne très bien sur le café et c'est probablement ce qui vient contenir les cours à l'intérieur du nuage. Donc une pression qui vient, donc une EMA 77 qui vient exercer une pression sur les cours du café, des cours du café qui sont toujours dans l'enceinte de leur nuage aux alentours des 112 cents la livre. Alors le signal clair sera bien entendu une clôture au-dessus de cette EMA 77 et plus largement au-dessus du nuage pour aller chercher les 116,50 avant d'aller rallier les 122 cents la livre. Alors nous allons passer à présent au marché d'échange avec un billet vert qui est venu perdre du terrain en ce début de séance. Un billet vert qui revient se placer en dessous de V. Alors nous l'avons, c'est une chose que nous avons constatée à maintes reprises. Lorsqu'une projection de soda est largement surpassée, le marché aura tendance à y revenir. Alors donc le billet vert n'y a pas fait exception. Le billet vert est venu surpasser la projection V, une projection issue de ce N haussier, et est venu se replier pour se placer en dessous de ce niveau-là. Nous allons à présent ajouter Ishimoku que l'on va utiliser comme une boussole qui va nous permettre de nous repérer. Et ici, nous constatons qu'effectivement, ce repli en dessous de la projection V pour le biais vert nous place en dessous de notre nuage. Donc un premier signal de vente qui nous est fourni sur le billet vert. En revanche, ce signal est très loin d'être validé étant donné que nous avons ici une lagging span qui vient donc de s'empêtrer dans le nuage et afin d'avoir un signal validé, il faudrait que cette dernière parvienne à en sortir. Donc pour l'heure, le biais reste toujours haussier. Sur le biais vert, cette correction devrait permettre au biais vert de reprendre son souffle pour peut-être poursuivre en territoire positif. Alors qu'en est-il de l'euro-dollar? Dans un tel contexte, ce repli du billet vert a permis à l'euro-dollar de retrouver des couleurs, un euro-dollar qui vient à nouveau se rapprocher des 1,1690, un euro-dollar qui devrait aller chercher les 1,1690, soit Saki Jun, mais pas que, cela correspond également à la projection V de cette vague baissière qui nous a permis de sortir de notre nuage par le bas. Il est intéressant de noter qu'à l'image du billet vert, l'euro-dollar est allé surpasser sa projection V et il y revient actuellement. C'est exactement ce que nous a fait le billet vert en allant surpasser sa projection pour y revenir très rapidement pour même se placer en dessous de la projection V. Donc un euro-dollar qui devrait en donner H4 rallier sa Kijun soit le niveau des 1,1690, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1,17. Et on constate ici en données H1 une tentative de sortie de nuage par le haut, donc une tentative de signal d'achat, mais encore une fois, une lagging span en plein milieu du nuage, donc un signal qui est très loin d'être validé. Donc prudence sur le marché d'échange et notamment sur l'euro-dollar. Alors qu'en est-il du GBP-Yen? Le GBP-Yen ici qui progresse toutes les paires en GBP d'ailleurs. Nous avons eu un net signal d'achat pour le GBP-Yen depuis le franchissement de cette SMA 200. Nous sommes actuellement sur une zone de résistance qui correspond ici à un palier de SS
SSB. En cas de franchissement de celui-ci, la prochaine cible est à 1,3694. Alors il faudra clairement s'affranchir, hein, pour cela, des 1,35 voire 1,36. Donc 135,98, pardon, en vue d'aller chercher les 136,90, voire 137. Donc nous sommes face actuellement à une forte résistance, d'où le repli du GBPN. Mais je vous rappelle que il y a un nouveau round de négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et donc cette semaine sera décisive pour le câble. Et là, et donc plusieurs thèmes seront abordés, hein, lors des prochains jours, notamment des thèmes cruciaux, notamment celui de la pêche, hein, un thème qui a divisé. Et donc prudence sur les paires en GBP. Une forte volatilité est attendue lors des 3 prochaines séances. Alors ce Good Morning Market hebdomadaire touche à sa fin. Nous avons fait un rapide point des fondamentaux. Nous avons clairement décrit les risques ici, hein. Plusieurs risques viennent s'ajouter, entre les risques de pandémie, le risque des élections présidentielles que les opérateurs semblent évaluer actuellement. Donc un marché qui reste très fragile pour le moment, une semaine qui pourrait être capitale avec le début des débats aux États-Unis, mais également le chiffre du NFP dont nous prendrons connaissance vendredi. Et donc sur ce, cette vidéo touche à sa fin. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.